dire les choses, hein, telles que j'ai remarqué que c'était vrai aussi dans votre œuvre en particulier. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ben moi je fais ça tous les jours. Excusez-moi. Hein. Je vais vous expliquer en 2 mots, hein, et avec une image qui se trouve justement juste derrière. En fait, bon, moi, mon travail, en tout cas ma passion, c'est d'essayer de comprendre comment les galaxies comme la nôtre se sont formées. On est en train d'y arriver, on se rapproche de cet état-là. Pour ça, ce qu'on a besoin, c'est effectivement de voyager dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va observer des galaxies avec des très grands télescopes. Je crois, c'est des grands télescopes. On va observer des galaxies lointaines. Ces galaxies lointaines, leur lumière a mis 6 à 8 milliards d'années pour voyager, pour nous arriver. Mais du coup, ce qu'on voit d'elles, c'est la lumière, on les voit comme elles étaient il y a 6 à 8 milliards d'années. L'univers ayant une certaine homogénéité, elles sont équivalentes aux ancêtres de notre galaxie, la galaxie d'Andromède, notre grande voisine, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'archéologie. Alors, quand vous aurez le temps, je vous conseille d'aller voir ce panneau qui est là, où c'est marqué « Évolution des galaxies ». Vous avez le panneau du haut qui vous montre les galaxies aujourd'hui, et ce qu'on a réalisé, c'est avec le télescope spatial, c'est les galaxies comme elles étaient il y a 6 milliards d'années. Donc, du voyage dans le temps, on le fait, on vit dedans, en fait, ça ne nous aide pas forcément à vivre très bien sur Terre, hein, ça fait une bonne chose. Donc, la question que je vais vous poser, Stéphane, c'est à quel point vous avez justement cette fascination pour le voyage dans le temps, parce que j'ai cru comprendre que c'était un point important. Et comment vous voyez ça justement au niveau de la relation avec la science? Well, I think time travel, well, in a sense, if you say you're doing time travel with galaxy studies. Donc finalement, en essence, ce que vous dites, c'est que vous voyagez dans le temps en regardant les galaxies. And even with the models of the future, the big rip and the cosmologies. Et c'est pareil, quand on fait des projections sur la cosmologie, etc., c'est aussi un voyage vers le futur en regardant le modèle évoluer avec des simulations informatiques, c'est aussi un voyage dans le temps vers le futur. I think there is a big overlap between the fictional imagination and the scientific imagination. Et donc en fait, il y a énormément de points de rencontre finalement entre l'imagination du scientifique et l'imagination de l'écrivain de science-fiction. Because many theories have a kind of storytelling quality. You tell the story of the neutron star as a story. Et donc finalement, on se rend compte que chez les scientifiques, et là tel que vous venez de le faire en expliquant l'histoire de ces étoiles à neutrons, vous avez raconté ça comme une vraie histoire, avec un espèce de vision qui pourrait être une vision d'écrivain. C'est une histoire que vous avez racontée. It's a scientific theory, it's a model which can be tested and maybe disproved one day. Et donc en fait c'est une théorie scientifique et un modèle qui peut être prouvé ou infirmé un jour, on ne sait pas. Yeah, but it is a story. We are a storytelling species and we have this instinct. Et en fait, nous, on est une espèce, les humains, une espèce qui aime raconter des histoires. Et que ce soit des scientifiques ou des écrivains, c'est pareil. And the kind of thing that intrigues me about, let's say, your evolution of the galaxies. Et en fait, moi, ce que ça me voit quand je regarde cette évolution des galaxies, is to go one step beyond and say, well, what about life and intelligence? How habitable was the universe for life 6 billion years ago? Voilà, et donc moi je fais un pas de plus en tant qu'écrivain de science-fiction et je me dis, ben voilà, quelle a été la vie dans ces galaxies? Quelle était la vie là-bas dans ce qu'on voit et qui nous arrive et qui est l'image de quelque chose qui a 8 milliards d'années d'âge? Qu'est-ce qui s'y passait? Qui y vivait et comment? How habitable will it be in 6 billion years from now? Et du coup, je projette et je me dis, ben nous, finalement, on va évoluer. Et dans 8 millions d'années, qu'est-ce qu'on sera? Quelles seront les habitudes? Comment les gens vivront? Y aura-t-il encore des gens? So the science fiction writer's imagination asks questions like, what if we're the first? What if the universe is very young and we're among the first? Or what if the universe is effectively very old and we're among the last? Et donc, par exemple, l'écrivain de science-fiction se pose la question, est-ce qu'on est les premiers? Et comment ça va évoluer? Ou bien, est-ce que dans cet univers, avec ces galaxies qui ont déjà 8 milliards d'années, etc., est-ce qu'on est plutôt parmi les derniers et qu'il y en a eu d'autres avant nous? So I think to answer your question about my fascination with time, it's the larger scales of time and the context of our little human lives within that. Et donc moi, ma fascination pour le temps, c'est finalement une fascination... Au bas des étoiles, tout de suite, table ronde, écrire, travail acharné ou talent inné. Au bas des étoiles, tout de suite. Donc en fait,
ma question et moi, ma fascination pour le temps, c'est une fascination pour ces espèces d'échelles de temps immenses, au milieu desquelles je me dis, voilà, en un instant T, l'humain, l'individu, qu'est-ce qu'il fait, comment il évolue et vers où il va. And really, science fiction is about what it's like to live in a universe in which such evolutions on a cosmic scale take place. Et donc pour moi, écrivain de science-fiction, j'imagine, en regardant toutes ces galaxies, une réflexion sur voilà, l'humain, sur cette échelle cosmique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être. Je peux peut-être rebondir immédiatement justement sur cette question. En fait, on observe ici les galaxies dans le passé, hein, telles qu'elles étaient dans le passé, et on s'aperçoit en fait, vous regarderez, je vous conseille de regarder après midi des Etoiles, on s'aperçoit que la majorité des galaxies dans le passé n'étaient pas du tout comme elles sont aujourd'hui, c'est rien de très choquant. Il y a 6 milliards d'années, c'était juste avant la formation du système solaire, notre Soleil et des planètes, hein, 4,5 milliards d'années pour la Terre, 5 milliards d'années pour le Soleil, et les galaxies à cette époque-là étaient en fait en collision. C'était en train de se refabriquer. Il se trouve qu'une des galaxies qui n'a pas fait ça, et une galaxie qui n'a pas fait ça, c'est la Voie lactée, c'est nous. Et en fait, c'est quelque chose qu'on est en train de démontrer, que la Voie lactée, apparemment, elle a une vie très calme depuis 10 milliards d'années, tenez-vous bien quand même. C'est une galaxie qui n'a pas eu de grosses collisions, donc dans laquelle il n'y a pas eu, s'il n'y a pas de collision, il n'y a pas eu d'énormes phénomènes énergétiques, y compris en provenance de la fusion des deux trous noirs, parce que quand deux trous noirs de deux galaxies se rencontrent, ça fait des dégâts. Vous pouvez bien l'imaginer. Et on soupçonne peut-être qu'il y a un lien en fait entre cet aspect causal et le fait que ça l'existence de la vie justement. Il y a peut-être moins de vie dans des galaxies qui ont eu des phénomènes très énergétiques. Deuxième point, Stephen, tu parlais de l'avenir. L'avenir, moi je vais vous donner quelques petits éléments si ça vous intéresse. Alors deux. Le premier, actuellement, aujourd'hui, nous sommes en train d'avaler une microscopique galaxie qui s'appelle Sagittarius. Alors vous inquiétez pas, il n'y aura pas de drame. C'est l'équivalent d'un moustique sur votre pare-brise de voiture. Hein. Ouais. Deuxième, les nuages de Magellan dont vous avez entendu parler, tous je pense, hein, dans l'hémisphère sud. Pour ceux qui ont voyagé dans l'hémisphère sud, c'est les joyaux du ciel de l'hémisphère sud. Les nuages de Magellan, on vient de refaire une mesure de leur vitesse. C'est récent, ça a 2 ans. Ils tombent vers nous à la prodigieuse vitesse de 1 million de km/h et ils tombent tellement vite qu'en fait ils vont s'échapper, probablement. Et dernier point, dernière information, hein, c'est un peu les last news du cosmos, dernière information, dans 3 à 7 milliards d'années, c'est pas précis, hein, je vous expliquerai pourquoi c'est pas précis, on rencontre notre grande copine de la galaxie Andromède, qui est un peu plus grosse que nous, en fait elle est 2 fois plus grosse. Et alors là je ne vous cache pas que par contre, le phénomène énergétique, ça va l'être, ça je vous le garantis, et je ne peux pas vous dire où va tomber le soleil. Parce que la raison pour laquelle c'est pas précis, c'est qu'on ne connaît pas ce qu'on appelle, on connaît bien la vitesse d'approche de galaxies, c'est comme ça, mais on ne connaît pas la vitesse tangentielle. On ne la connaît pas du tout. Donc 3 à 7 milliards d'années. Le soleil peut se retrouver dans plein d'endroits, il peut tomber dans l'énorme galaxie elliptique que ça va former. Ça va faire une galaxie elliptique à la fin, il n'y a pas de gaz. Et l'autre possibilité, c'est qu'il tombe dans le trou noir central. Le trou noir central, ça c'est pas gai, hein. Pas une bonne nouvelle, mais n'oubliez pas que le soleil à ce moment-là est une géante rouge, hein, à peu près. Et puis, ou alors il peut même partir dans l'espace intergalactique. Voilà les quelques nouvelles du front. Donc là, je reviens au thème. J'ai l'impression finalement qu'il y a un dialogue qui s'établit avec un univers dans lequel il y a, on parlait tout à l'heure de 15% d'univers connus et de connaissances, et puis finalement des pans immenses qui sont laissés à l'imagination, qui sont laissés à l'écrivain pour qu'il essaie de les meubler, enfin pour qu'il trouve cette liberté de créer. Est-ce que c'est une bonne analyse ou pas, Stephen? Oui, la question était, est-ce que le scientifique est là pour établir le cadre, et un cadre qui aujourd'hui recouvre 15% des choses, et l'écrivain, lui, a les 85% qu'il essaie d'imaginer de manière cohérente? Well, perhaps, I mean, the 85% unknown
is a big playground. Ah oui, effectivement, les 85% restants, c'est un joli terrain de jeu. Again, in my Zili books, I have life forms of dark matter. Et donc, par exemple, dans mes livres du cycle de Zili, j'ai des êtres qui sont formés justement de cette fameuse matière noire. And the secret history of the universe is really a war between creatures of dark matter and normal matter. Et en fait, il y a une guerre qui fait rage entre la matière normale et la matière noire. And you can take that further. You can imagine, as I have done actually in my book Exultant, you can imagine every phase of the universe being shaped by life in some way. Et donc, par exemple, dans un autre livre dans Exultant, là, on a une intrigue dans laquelle on va imaginer chaque étape de la vie de manière différente. Yeah, so that each age feeds on the waste really of the age that went before, and never really understanding. Et donc, en fait, chaque âge se nourrit de ce qui reste de l'âge d'avant pour pouvoir évoluer. So I think it's not so much filling in the gaps. It's more interpreting and extrapolating and looking for ways to thrill. Et en fait, il ne s'agit pas tant de combler les vides, mais plutôt d'extrapoler et de créer finalement une forme d'excitation, une forme de passion autour de ça.